Sihanouk. Chapitre 8. Le Congrès. Il est tôt ce lundi lorsqu'Anayoc franchit le seuil du grand hall du palais des congrès de Gatineau en compagnie de Sipi. Toutes deux sont accréditées comme membres du staff organisateur de l'événement. Dans la monumentale salle principale, les drapeaux des Premières Nations ont été disposés en arrière de l'estrade, devant la tenture où s'étale le sigle du Congrès. L'équipe de nettoyage s'active au dernier détail, alors que le personnel de restauration dresse les longues tables où s'alignent des rangées de verres. Les participants arrivent par vagues successives. Certains d'entre eux ont revêtu le costume de cérémonie traditionnel de leur nation. Les deux amis reconnaissent le chef du Congrès autochtone du Canada. Les équipes de journalistes gagnent la salle de presse pour installer leur matériel. Dans un brouhaha étouffé, la salle se remplit peu à peu de délégués, de juristes, d'avocats, de médiateurs et de responsables des instances de la santé publique et du logement, mais aussi de militants qui ont fait le voyage depuis les quatre coins du pays. Dans la foule, quelques flashs crépitent. Un petit groupe compact s'est formé autour de l'acteur central de la conférence. Sanglé dans un costume impeccable, Lawrence Bornefond répond aux questions des journalistes. À la suite de l'affaire Joyce Echaquan, la ministre des Affaires autochtones a été limogée avant-hier, et c'est ce quinquagénaire énergique au crâne chauve, sorti des rangs de la police fédérale qui vient d'être nommé par le Premier ministre de la province du Québec. Ça ne va pas être facile pour lui ces 2 jours, lance Sipi avec un sourire complice à l'adresse de son ami. Le discours d'ouverture est réservé au nouveau ministre. Devant un demi-millier de personnes, celui-ci propose à l'Assemblée d'observer 1 minute de silence en hommage à Joyce Echaquan. D'une voix claire, Lawrence Bornefond se lance dans le premier discours de sa carrière politique avec la volonté d'être l'homme du changement. L'ensemble de notre pays est sous le coup de l'émotion suscitée par l'événement qui vient d'ébranler notre société. Ce qui est arrivé à Mme Echaquan est totalement inacceptable. Le gouvernement de la province du Québec, ainsi que le gouvernement du Canada, présentent leurs condoléances, mais aussi leurs excuses à sa famille et à ses proches. Vous devez savoir que les 2 infirmières qui ont proféré les propos ignobles que vous connaissez viennent d'être renvoyées de l'hôpital de Joliette. Croyez que le gouvernement mettra toutes ses forces et toutes ses convictions pour relever le défi de la réconciliation. Je vous demande de me faire confiance dans la mission qui m'incombe aujourd'hui, celle de renouer la confiance entre tous les citoyens de notre grand pays. Devant vous, aujourd'hui, je fais le serment de déployer toute mon énergie, d'utiliser tous les outils prévus par la loi pour mettre fin aux injustices dont souffrent les Premières Nations. Nous devons rebâtir ensemble des relations idéalement fraternelles. La première des tâches à laquelle je vais m'atteler consistera à éduquer nos agents du service public à la connaissance des cultures autochtones afin de faciliter notre coopération. Toutefois, nous refusons d'admettre, comme je l'entends ici et là, qu'il existe un racisme systémique au sein de notre société. La rumeur qui s'élève alors de l'Assemblée n'échappe pas à l'oreille du ministre. Quelques chefs se lèvent et quittent les lieux en signe de protestation. Chaque autochtone présent dans la grande salle est bien placé pour vivre l'injustice du racisme institutionnel. Bornefond a prononcé la phrase qui n'aurait jamais dû franchir ses lèvres. Se rend-il compte que ce qu'il vient d'énoncer sape d'entrée de jeu les promesses et la volonté d'action qu'il a exprimées ? Au regard de l'actualité brûlante, il aurait dû adopter la posture d'humilité qui s'imposait à l'ouverture de la conférence. Il est trop tard lorsqu'il prend conscience de son erreur. S'il avait eu quelque habileté politique, il aurait dû rester évasif sur la culture colonialiste qui prévaut au sein des sociétés nord-américaines. Mais sa fonction l'oblige à relayer la ligne de pensée de sa hiérarchie. Assises côte à côte, les 2 femmes échangent un regard accablé. « Tu vois ce que je te disais ? On est mal barré avec ce type-là. Il est aussi menteur que les autres. Il va prendre sa bonne paye de ministre, juste faire du blabla, puis un jour ils le remplaceront par un autre menteur. » À la fin de cette première journée, dans le bureau qui leur est attribué, Cockburn confie à Anayoc le soin de présenter elle-même, le lendemain, la synthèse des rapports. Sans doute qu'à la suite de la calamiteuse prestation du ministre, il juge préférable que les calounades se fassent discrets à la tribune. Anayoc est surprise. « Je n'ai jamais pris la parole en public. Je suis incapable de faire ça. »« Vous verrez, mademoiselle, c'est un exercice très formateur.
Vous vous en tirerez très bien. Votre allocution est prévue à 15 heures. On se retrouve ici demain matin pour faire un dernier point. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Anayok ne peut trouver le sommeil. La vie est courte. Cela n'a aucun sens de me résigner. Petit grand-père est vieux et ignorant de l'état du monde, mais lui, il ne se résigne pas. Je ne veux plus rester là à accepter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Elle est super, cette députée qui bouge dans tous les sens. Des journalistes écrivent qu'elle est naïve et hystérique. Elle leur fout les jetons, en fait. Merde, je veux agir, moi aussi. Mais quoi? Comment? Ce truc que j'ai écrit l'autre jour, est-ce que ça peut servir? Est-ce que je suis à côté de la plaque? De quoi est-ce que je rêve? Mais c'est pas un rêve de rétablir la justice. C'est la moindre des choses, tout simplement. Justice pour moi, pour les 2 petites Kiki, pour tous les petits Inuits et pour les 7 enfants de Joyce. Ils naissent les 2 pieds dans la merde, sur leur territoire ancestral. La vie, ça connaît pas la justice. La justice, c'est un truc inventé pour faire joli. Nous, on n'a rien. On n'a plus rien. Eux, ils ont de beaux enfants jamais malades qui partent en vacances au soleil, qui se baignent dans des lagons bleus turquoise, qui sont couverts de cadeaux d'anniversaire, reçoivent une belle éducation et mangent de bonnes choses. Nous, on n'a rien que des ennuis et des maisons pourries. Ils nous font du mal. Est-ce que ça servirait à quelque chose si on leur faisait du mal? Ça s'appelle la guerre. La guerre, on dit que c'est mal. Mais quand quelqu'un te tue à petit feu, tu réagis, non? Qu'est-ce qu'ils croient? On va leur dire merci? La guerre, faut la faire. La guerre, c'est nécessaire. Je ne vais pas rester comme ça sans rien faire à regarder les gens mourir autour de moi. Anayok se tourne et se retourne dans son lit. Elle ne doit pas faire de mouvements trop brusques, sinon les 2 lattes centrales du sommier vont encore sauter. Trop agitée pour rester couchée, elle se lève et fait chauffer de l'eau pour une infusion, puis se plante, bras croisés, devant la fenêtre qui lui renvoie une image de fantôme en pyjama. Demain, je dois prendre la parole. Ça doit faire bizarre. Mais bon, le sujet, on peut dire que je le connais à fond. Il y en a pour 20 minutes bien tapées. Faudra que je respire bien avant d'attaquer. Les pauvres taulards, j'ai pas grand-chose de positif à dire à leur sujet. J'ai même que de la merde à raconter. Y a rien qui marche. Ça pourrait marcher, au moins pour certains, mais y a rien qui marche. Des gens punis pour la vie. Quand même, quand j'y pense, quelle mascarade. Et j'en fais partie. Je gagne mon pain avec une mascarade. Tout ce que la loi me permettrait de faire et que ce con de Cockburn m'empêche de faire. En plus de ça, il a quand même changé un paquet de trucs dans mon rapport. Quel salaud, ce type. Un menteur. Et dès que ça coince un peu, il laisse tomber. Il ne laisse sa chance à personne. Je suis sûr qu'il a des consignes. Anayok appuie son front sur la vitre fraîche. Tout ça, tout ce que je sais, je pourrais le dire. Je devrais le dire. Tu veux faire quelque chose, c'est ça? Bah vas-y, ma cocotte. C'est le moment ou jamais de tout balancer. Ça va pas lui plaire au Cockburn. Pas du tout, du tout. Tu vas te faire lourder dans la seconde. Et avec ça, t'es pas prêt de retrouver du boulot. Alors tu le fais? Tu le fais pas? Anayok s'écarte de la fenêtre. Dans le reflet de son image, elle découvre un petit sourire de pirate qu'elle ne se connaissait pas. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire pour toi, mon petit frère. Pour tous mes petits frères. Anayok ne se hâte pas pour se rendre au palais Gatineau qui se trouve à quelques blocs de chez elle. Elle a besoin d'aspirer l'air froid du matin pour se rendre au combat. Un vol d'oies cendrées suit la courbe de la rivière. Elle vole si bas qu'elle perçoit le bruit de l'air remué par leurs ailes. Elle respire aussi la lumière de ce matin d'avril qui se noie dans les eaux mouvantes. Elle est venue chercher cette paix pour ralentir les battements de son cœur. À la fin de cet après-midi, elle aura taillé une nouvelle forme à son destin. Ce matin, Cockburn n'a pas besoin d'elle. Elle peut assister à la conférence qu'anime Sipi dans la salle Jacques-Cartier. Les 2 amis se retrouvent à la cafétéria pour déjeuner en compagnie de Navalik,
la jeune députée du Nunavut, et Atao, un Colombien rablé, court sur pattes et costaud, portant les cheveux longs réunis en une queue de cheval et s'exprimant dans un anglais fortement teinté de consonances hispaniques. Un charme irrésistible. C'est en qualité d'organisateur d'une internationale autochtone que le Congrès d'Ottawa l'a invité. Heureuse et souriante, Anayok et Sipi se sentent immédiatement en famille en compagnie de ces activistes de leur génération. La force de leur jeunesse réunie les réchauffe. Anayok aimerait saisir les mains des 3 personnes assises à côté d'elle, sentir leur chaleur envahir son être. « Tu ne manges rien? Tu n'as pas faim ?» Anayok se lève et leur adresse un sourire tendre et grave. « Je ne peux rien avaler. Je dois me préparer. Je prends la parole dans moins d'un quart d'heure. C'est une première pour moi. » « N'aie pas peur. On est avec toi. On commande un café et on arrive. Good luck, baby. » Résolue et inquiète à la fois, elle se dirige vers la grande salle où elle va bientôt prendre la parole. Ça sera là mon premier fait d'armes. Alors j'irai prendre leurs mains. Et j'aimerais qu'ils gardent leurs mains dans les miennes. Il est bientôt 14 heures. Alors qu'elle s'apprête à gravir les marches qui mènent à la scène, la vague fulgurante de lumière verte, celle du grand ciel de Silla, la submerge à nouveau des pieds à la tête. Cela dure 3 secondes durant lesquelles elle perd le contrôle de son être. Une incroyable force vient de l'envahir. En posant le pied sur le parquet de la scène, elle n'est plus l'assistante sociale anonyme du 5e étage, bureau 34 du service correctionnel. Elle est Anayok, femme Inuk de la branche Netsilik, qui s'avance avec confiance à la tribune. Elle dépose ses feuillets sur le lutrin en plexiglas alors qu'un assistant ajuste la hauteur du micro. Elle se lance et s'étonne de l'assurance avec laquelle elle projette sa voix. Durant 15 minutes, elle déroule le fil du rapport jusqu'à la conclusion. Ce travail accompli, elle décide d'ouvrir le feu. Je vais maintenant vous faire part de mes propres conclusions. Je suis particulièrement bien placé pour dénoncer les mensonges que l'on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui. Puis elle enchaîne. Cockburn est assis au 2e rang de l'Assemblée, presque en face d'elle. La stupeur lui fait ouvrir la bouche comme un poisson sorti de l'eau. Elle ne s'attarde pas sur le regard meurtrier qu'il lui adresse. Elle cherche d'autres yeux, d'autres oreilles. Reprenant un à un les chapitres de son exposé, elle restitue la véritable façon avec laquelle sa direction interprète les textes de loi. Elle révèle les obstacles que l'on dresse devant la plupart de ses initiatives. J'ai pu constater que le manque de soutien est dû à un véritable manque de volonté politique. Sa parole renforce l'onde de choc provoquée la veille par le discours du nouveau ministre. Une nouvelle fois, la preuve est faite qu'un racisme systémique sévit au cœur du pays. Anayok en a terminé. Saisie par le courage de la jeune femme, l'Assemblée laisse un temps de flottement avant de lancer ses applaudissements. Des militants l'entourent et la félicitent pour cette éméritée. Cockburn s'est éclipsé. Anayok descend de la tribune. Un journaliste de Radio-Canada lui propose de la suivre à l'écart de la foule pour l'interviewer. Le temps d'une seconde, entre les corps qui passent, elle croise le regard d'Atao, qui forme discrètement un V avec ses doigts et lui adresse un sourire de tout son visage. Chacun voudrait la féliciter, parler un peu avec elle. Dans le moment qui suit, Anayok se laisse porter par un courant de sympathie. À l'heure de la fermeture des lieux, elle gagne le petit bureau pour récupérer ses affaires. Nathaniel Cockburn est là qui l'attend, l'air sombre. Le regard qu'il lui lance au-dessus de ses lunettes en demi-lune exprime la haine et le mépris. « Vous êtes fière de vous, mademoiselle ? » ?»« Oui, assez, je dois dire. Vous avez conscience, je suppose, que vous venez de saboter votre carrière ? » ?»« Vous appelez ça une carrière ? J'ai surtout conscience que ce que j'ai dit tout à l'heure ne changera rien à la vôtre. Vous aurez ma démission dès demain matin. Je vous prie de m'excuser, je dois y aller maintenant. J'ai quelques nouveaux amis qui m'attendent. » Navilik, Sipi, Anayok et Atao s'engouffrent dans un taxi pour le quartier Rideau. C'est la fin du jour et bientôt l'arrivée de la nuit. Depuis quelques jours, la ville regarde s'éloigner la main dure de l'hiver, et bien que les caresses des beaux jours ne soient pas encore prêtes à venir, la bande des 4 emboucle les rues à la recherche du bon peuple comme s'il transportait le printemps. Anayok s'est promis de prendre la main de ses 3 amis. Sous les lumières colorées qui se reflètent dans l'ambre de la bière autant que dans leurs yeux,
s'allume une cérémonie du cœur aussi simple que l'herbe qui pousse. Ils garderont de ce bel instant de la vie des petits mausolées disposés dans un coin de leur mémoire. On trinque, lance Sipi, on trinque à la bravoure d'Anayok, à la vérité, au continent, avant qu'il s'appelle l'Amérique. Sipi se tourne vers Anayok. Je ne sais pas ce que tu as respiré avant de monter à la tribune. J'ai trouvé que tu étais magnifique. Attrapant son verre, Anayok émet un léger gloussement gêné. Pendant un instant très court, j'ai croisé le regard de Cockburn, mon patron. Ça a duré peut-être un centième de seconde, mais j'ai eu le temps de recevoir deux choses. Sa haine et son inquiétude. Je revois ça comme si c'était un film. Sa peau était couleur de la vieille neige. Bah, c'est dégueulasse. Elles rient toutes les deux. C'est bien ce que tu as fait aujourd'hui. En attendant, tu n'as plus de boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Repartir au Nunavut? Repartir au pays, j'en ai envie, oui. Il me manque. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Quelque chose me pousse à rester. C'est ici qu'on peut agir le mieux. Ce congrès et ces rencontres m'ont gonflé à bloc. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. En tout cas, cette journée m'a changé. J'ai plus peur. Je suis plus Inuk que jamais. Les quatre amis décident de prolonger la soirée dans un pub karaoké situé dans le quartier de Little Italy. Alors qu'ils marchent dans les rues animées, la main d'un Tao se glisse dans celle d'Anayok. Ils échangent un regard et rient, ces mains dans la main qu'ils font leur entrée au Stardust Café. De cette soirée, il ne reste qu'un éclat de rire. Le vieux simple. Atao et Anayok vont passer la nuit ensemble. Ils ont faim de tendresse. Les deux lattes rebelles du lit d'Anayok ne résistent pas longtemps à leurs ébats. Ils posent le matelas sur le sol et dressent le sommier le long du mur. Anayok a posé sa tête sur l'épaule d'Atao. C'est si bon d'être collé contre le corps chaud de cet homme singulier avec lequel elle a fait l'amour comme si leurs deux corps se connaissaient depuis longtemps. Tu me racontes d'où tu viens? Mon histoire? Oh, quelle chinga! Tu veux vraiment? On en a pour jusqu'à demain. Mes histoires... Bon, ça commence avec mes parents. Jusque-là, rien d'anormal. Ils sont nés dans la jungle au bord d'un fleuve qui sépare l'équateur de la Colombie. La première ville se trouve à des jours et des jours, à pied, à dos de mulet ou dans des camions rafistolés qui roulent à 2 à l'heure. La ville, c'est là qu'ils sont partis vivre. Tu sais, la Colombie, ça a toujours été la guérilla. Les trafiquants de cocaïne, les massacres, les villages incendiés. La mort les attendait du matin au soir et du soir au matin. L'armée régulière, les mouvements armés ou les milices privées faisaient régner la terreur. Pas moyen de vivre tranquille. Alors eux, ils sont partis. Eux qui vivaient dans la forêt, presque nus et sans argent, ils ont rejoint les centaines de familles qui s'installaient comme elles le pouvaient sur les flancs des collines qui entourent la ville. Bogota, une grande ville. Ils ne parlaient pas le castillan, juste la langue des Cofans. C'est là que je suis né. On appelle ça un métis culturel, comme toi. Plus de place là-bas, aucune ici non plus. J'ai quand même réussi à grandir. Pour manger, pour s'habiller, il fallait voler. Dans mon quartier, il y avait des musiciens. C'est avec eux que je passais le plus clair de mon temps. Ils m'aimaient bien, ils disaient que j'étais marrant. Je leur rendais des services. Pour eux, j'ai même volé une trompette. Un vigile m'a tiré dessus. Tiens, regarde la cicatrice sur mon bras. Anayok promène son doigt sur le bourrelet sombre qui raille le bras de l'homme. Je courais vite. À 12 ans, je volais des voitures. Un soir, je suis rentré chez moi. Mes parents n'y étaient pas. Je les ai jamais revus. Les voisins ne savaient rien. Je les ai cherchés pendant des mois, puis j'ai arrêté. J'ai compris que ça servait à rien. De toute façon, je savais vivre sans eux. J'étais déjà grand. Mais ça fait un grand trou quand même. Un grand trou noir impossible à remplir. Souvent, même encore maintenant, je me réveille le matin et j'entends le son de leur voix, comme s'ils me chuchotaient à l'oreille. Des chuchotements. C'est tout ce qu'ils m'ont laissé. Je dormais à droite à gauche. L'un des musiciens était noir. On l'appelait El Negus. C'est le nom d'un roi d'Afrique. C'est pour lui que j'ai volé la trompette. Ce type, il savait tellement de choses qu'il aurait pu être professeur. Il m'a appris à lire, à écrire, à chanter et à jouer des percussions. Je rigolais à toutes ces blagues.
Lui aussi. Il était mon Dieu sur terre. Je lui fournissais l'alcool, le crack et l'héroïne. Le négus, c'est la première bonne étoile de ma vie. Je lisais les journaux que je trouvais dans la rue, et les livres aussi. Je cirais les chaussures sur un boulevard. J'avais mon matériel, le fauteuil et tout. Un jour, pendant que je cirais les chaussures d'un type, une vieille femme qui ressemblait à ma mère s'est assise au bas d'une porte à 2 mètres de moi et elle m'a dévisagé. Tellement fort que j'ai mis du cirage sur les chaussettes de mon client qui est parti sans payer en me traitant de sale indien. La vieille et moi, on est restés à se regarder. On aurait dit qu'elle voulait m'hypnotiser. Sans lâcher mon regard, elle s'est levée sur ses vieilles jambes en s'aidant d'un bâton. Je me suis relevé aussi. Alors elle a parlé dans la langue de mes parents. Elle m'a appelé par mon nom. Pourtant, je la connaissais pas. Je pensais qu'elle était folle. « Tao, mon garçon, viens, on s'en va. Je te ramène au village », qu'elle a encore dit. Anaïok se dresse sur son coude et dévisage le garçon. C'était une folle? Non, pas folle. Pas folle du tout. Au contraire. Qui c'était, celle-là? Tu vas pas me croire. Cette vieille femme, c'était ma grand-mère. Elle avait fait la route pendant des jours pour me trouver. Elle avait réussi. Elle disait que les rêves conduisent où ils veulent. Elle faisait tout avec les rêves. Elle habitait avec les rêves. Elle disait que la réalité, c'est ce que nous, on appelle les rêves. Elle s'appelait Oka. Oka? Non, c'est le nom d'une des chiennes de Simanouk, mon petit grand-père. Ah, si ça se trouve, elle s'est transformée en chien de traîneau. Ça m'étonnerait pas d'elle. Mais pour toi, rentrer au village, ça n'avait aucun sens. Le village, tu ne l'avais jamais vu? Non, toute ma vie était à Bogota. Je connaissais tous les coins de la ville. Des amis, j'en avais plein. Des vendeurs à la sauvette, des prostituées, des petits voyous comme moi. Des infirmes, des musicos, un écrivain public et même des chiens. J'en connaissais du monde. Mais je voulais pas lâcher mon matériel à cirer les chaussures et ma cabane. C'était tout mon capital. Qu'est-ce que j'irais faire dans la jungle avec une vieille femme inconnue qui me faisait peur? Et pourtant, dès qu'elle m'a pris ma main, je me suis senti tout mou, tout calme, comme le négus après sa piqûre. Le soir même, on était assis côte à côte dans la cabine d'un camion géant. À la nuit tombée, je me suis endormi comme un bébé, la tête posée sur ses cuisses toutes maigres. À mon réveil, elle m'a dit « Le toucan t'a choisi ». Il me l'a dit dans mon rêve. Choisi? Pour faire quoi? J'en savais rien. Avoue qu'il y avait de quoi s'inquiéter. J'avais mis le pied dans une aventure avec une vieille qui parlait avec les toucans. Le camion, il serpentait à travers la montagne. Je n'avais jamais rien vu d'aussi grand. Le village, il était au milieu de la jungle. Je marchais pieds nus sur un sol tout doux et tout chaud, et je dormais dans un hamac entouré de cris d'oiseaux et de singes. J'avais l'impression d'être tombé du ciel sur une petite planète inconnue. Ça remonte à loin tout ça. Les premiers jours, je me méfiais des gens. Mais toi, à ma place, je me demandais comment j'allais pouvoir rentrer chez moi. Mais je voyais bien qu'ils avaient décidé de m'adopter. Il n'y avait rien à voler. Les choses appartenaient à tous. J'ai appris à me déplacer en pirogue sur le fleuve Putumayo. La chasse et la pêche, c'est venu vite. C'était comme les vacances des riches, un peu. Je restais au village pendant 7 ans. Oka m'a appris tout ce qu'elle savait sur les plantes. Un soir, elle m'a dit « Je n'ai plus de force. C'est maintenant que je dois rentrer dans le cœur d'un arbre. » Elle a dit ça, puis elle a dit « Le toucan m'a encore parlé. Il a dit que tu dois partir sur la route. Il faut entretenir le feu du petit monde. » Quand elle parlait après ses rêves, c'était toujours mystérieux. Pourquoi j'irais courir les routes? Au coucher du soleil, elle est morte dans mes bras. J'ai respiré son dernier souffle. Il est toujours en moi. Elle est ma deuxième bonne étoile. Tu ne voulais plus rentrer à Bogota? Bogota, j'y pensais bien un peu, oui, mais de moins en moins. J'étais attiré par une fille. On se marie jeune chez les Coffans. J'avais 17 ans, elle 14. On s'est mariés. Mariés? Mariés pour de vrai? Tu es toujours avec elle? La maladie l'a tuée. Elle en a tué beaucoup dans le village et dans d'autres villages. Elle était belle, très gracieuse. Elle aimait rire. On riait bien tous les deux. C'est la mine d'or en amont du fleuve qui a empoisonné l'eau. Une énorme mine d'or qui rapporte des milliards de dollars. Des Canadiens.
Elle est triste ton histoire. Et tu as déjà vécu 2 vies. Ça fait déjà pas mal pour un gars de ton âge. Et la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est passé à l'ombre. En prison, tu veux dire? Ah, j'avais le bon pédigré pour plonger. Mais la vie m'a amené ailleurs. Écoute un peu ça. Presque tout le monde a quitté le village du fleuve, sauf les vieillards. Ils voulaient rester et rentrer dans les arbres qu'ils connaissaient. À mon retour dans la ville, je suis retourné aux Altos de Villa Gloria, mon bidonville. En 10 ans, il avait triplé de volume. Ceux de mes copains d'enfance encore vivants appartenaient à des gangs ou étaient devenus flics. El Négus était mort d'overdose, mais il m'avait laissé un héritage rare pour un misérable. Je savais lire, et je voulais lire. Un jour où je passais dans la vieille ville, j'ai osé rentrer dans une bibliothèque. J'y ai passé la journée et j'y suis retourné le lendemain. Puis encore le jour suivant. Le monde des livres m'avait capturé en quelques jours. Dans cette grande salle pleine de livres, il y avait le même homme infirme que j'avais vu les 2 premiers jours. On l'amenait le matin dans sa chaise roulante et on l'emportait à l'heure de la fermeture. Ce type tout rabougri avec ses jambes atrophiées et ses grosses lunettes, c'était un fils d'une grande famille de planteurs qui passait sa vie le nez dans les livres. La première chose que j'ai remarquée, c'est que sa tête et ses mains avaient la même couleur que le papier. Il avait une drôle de voix et les doigts tordus. Je ne sais pas lequel des deux a apprivoisé l'autre, mais on est devenus de vrais amis. Je suis devenu son élève. Je crois qu'il avait lu toute la bibliothèque. Don Angel, c'était son nom. Chaque jour, il m'apportait un couvert en argent que je vendais pour manger. Dans sa maison, il devait y avoir des armoires pleines d'argenterie, car j'ai jamais eu faim. Si tu savais tout ce qu'il m'a fait lire. Il me disait que j'étais un petit veau et qu'il m'emmenait brouter là où l'herbe est la meilleure. Et puis un jour, il n'est pas venu. C'était fini. Décidément, encore un qui m'a lâché. Je ne sais presque rien de lui, mais je l'ai jamais revu. Ma troisième bonne étoile, c'est lui. Après ces 2 années d'études, j'avais perdu des muscles, mais j'en savais plus qu'un prof d'université. Grâce à Don Angel, je connaissais l'histoire du monde. Par exemple, j'ai appris que l'ère industrielle est née en Europe grâce aux tonnes d'or et d'argent volées sur les terres d'Amérique par les rois d'Espagne, à ceux qu'ils appelaient les idolâtres. Je continue? Ça t'intéresse? Oui.